je vais essayer de mettre un peu d'ordre autour de trois idées sur qu'est-ce que c'est que l'Europe. Je vous invite à écrire ces mots devant vous. Qu'est-ce que c'est que Europe, hein, vous écrivez le mot Europe. En dessous, petite Europe. Et en dessous, grande Europe. Europe, petite Europe, grande Europe. Je voudrais vous dire aussi quelque chose d'autre. C'est que si je serais par exemple amené lundi à intervenir dans un collège de Créteil, dans des classes de 3e, et puis le soir j'interviendrai devant les parents d'élèves. Ce n'est pas le sujet, hein, je parlerai des valeurs de la République. Imaginez que je sois devant les parents d'élèves et que je leur parle d'Europe, de façon à peu près générale, ils seraient un peu dans la même situation que vous, c'est-à-dire que ces trois idées d'Europe, de petite Europe et de grande Europe, qui sont très très importantes pour votre vie, hein, pour comment vous vivrez l'année prochaine, dans 2 ans, dans 3 ans, est-ce que vous trouvez du travail, quel travail vous trouverez, etc. Eh bien tout ça, ça n'est pas une affaire française. C'est bien sûr une affaire française, vous vivez en France. Ce dont je vais vous parler, c'est des choses que vous ne connaissez pas, mais j'imagine que peut-être que vos parents ne les connaissent pas non plus. Moi, je ne les connaissais pas avant de les découvrir, et qu'une grande partie de la population française n'est pas très au clair dans tout ça. Ce qui fait qu'il y a souvent une certaine hostilité chez les uns et chez les autres quand ils entendent parler d'Europe, et souvent, hein, cette hostilité, l'Europe nous ennuie, l'Europe nous complique la vie, c'est à cause de l'Europe qu'il y a le chômage, etc. etc. Donc souvent, pas toujours, hein, on peut aussi avoir des opinions hostiles à l'Europe, mais souvent, c'est un problème de méconnaissance. C'est-à-dire que les gens ne savent pas exactement de quoi il s'agit. Et donc, comme l'un des rôles de l'école, du collège, du lycée, c'est de vous préparer à vivre dans notre société, et je crois que c'est important qu'on soit amené, que vous ayez une fois l'occasion de parler de ces questions qui, pour moi, n'ont pas été théoriques, hein, puisque j'ai travaillé. Je vous dirai un peu ce que j'ai pu faire pour le Conseil de l'Europe, des choses qui sont très concrètes et qui ont eu des conséquences, bon, alors pas tout seul évidemment, mais qui ont eu des conséquences sur un certain nombre de lois, etc. Donc, Europe, grande Europe, petite Europe. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, hein? Donc, parmi toutes ces Europes, il y en a une qui est plutôt connue, hein, dont on parle pratiquement tout le temps dans l'actualité, vous pouvez la souligner, c'est ce que moi j'appelle la petite Europe. Hein. Donc, vous soulignez petite Europe, et vous pouvez mettre entre parenthèses, c'est ce qu'on appelle l'Union européenne. C'est l'Union européenne, et dans cette petite Europe, il y a donc 28 membres. Dans cette petite Europe, il y a 28 États qui en sont membres. J'en parlerai peu, hein, mais sachez, la capitale, c'est Bruxelles. Hein, donc souvent, quand dans l'actualité, dans les journaux, on dit Bruxelles, donc on a l'impression que c'est l'étranger d'ailleurs. Effectivement, Bruxelles est une ville belge, mais bon, Bruxelles, c'est le siège de cette petite Europe, c'est le siège de cette Europe de ces 28. Ce que vous pouvez retenir aussi, j'en dirai pas plus, c'est que fondamentalement, mais pas uniquement, cette petite Europe s'occupe avant tout, et c'est important, avant tout d'économie. Donc c'est pas dans cette Union européenne que j'ai travaillé principalement, hein, j'ai travaillé dans la Grande Europe. Donc la Grande Europe, elle a 47 membres. Vous voyez pourquoi je l'appelle petite et grande. La petite, c'est celle qui a 28 membres, et la grande, c'est celle qui a 47 membres. Hein? Quand je vous dis le mot Europe, sans réfléchir, à quoi vous pensez? Continent. Très bonne réponse. Mais toutes les réponses sont très bonnes. Quelle que soit la réponse que vous aurez donnée, j'aurais dit qu'elle est très bonne, mais celle-ci particulièrement, parce que c'est de ça dont je vais bientôt parler. Donc votre camarade, vous n'avez peut-être pas entendu, quand je dis Europe, il dit continent. Et c'est effectivement comme ça que je vais commencer. L'exercice que je vous demande, ça porte un nom, c'est l'association d'idées. Hein, c'est-à-dire que je vous dis un mot, Europe, vous ne réfléchissez pas, vous n'avez pas peur de dire une bêtise, puisqu'il n'y a pas de bêtise dans l'association d'idées. Hein, vous pouvez penser à toute autre chose, peu importe. Quand je vous dis Europe, à quoi vous pensez? Vous n'avez pas le droit de reprendre la... Et vous n'avez pas le droit. Vous n'avez pas le droit de souffler, vous n'avez pas le droit de reprendre l'idée précédente qu'on a retenue, un continent. Europe.
Comment? Donc l'Europe, un ensemble, effectivement un ensemble de pays. Votre camarade, donc des pays, un ensemble de pays, c'est effectivement là aussi une bonne réponse, parce qu'effectivement, la question qu'on se pose, s'il vous plaît, la question qu'on se pose, donc Europe, un continent, des pays, si on avait le temps, on pourrait faire l'exercice qui consiste à faire la liste de ces pays. Et vous verriez que, si je vous dis la Belgique fait partie de l'Europe, il n'y a aucun problème, mais si je vous dis par exemple l'Arménie, l'Arménie qui est à côté de la Turquie, ben, certains me diront, bah non, c'est pas l'Europe, et puis d'autres me diront, bah si, c'est l'Europe. Donc vous voyez, c'est une des questions que j'aborderai rapidement, c'est que quand on veut faire la liste des pays qui appartiennent à ce continent, ben, c'est pas du tout évident. Troisième tentative, monsieur. Économie. Je vous dis Europe, immédiatement, qu'est-ce que vous pensez? Économie. Économie. Donc effectivement, quand vous pensez Europe économie, donc là, de toute évidence, vous faites référence à ce que j'appelle la petite Europe, c'est-à-dire l'Union européenne. La grande Europe dont je vais vous parler, d'une certaine manière, ne s'occupe pas d'économie, mais s'occupe de bien autre chose. Donc c'est l'Europe qui est constituée de 47 membres. Alors il y a des choses importantes à savoir. La capitale de cette Europe, je crois que c'est vraiment une chance et une fierté pour la France, la capitale de cette Europe, elle est en France. Elle l'a toujours été et elle le sera encore pendant de nombreuses années, c'est Strasbourg. Strasbourg est la capitale de cette grande Europe, ce qui fait qu'à Strasbourg, il y a un magnifique bâtiment que j'ai beaucoup fréquenté, qu'on appelle le Palais de l'Europe. Vous tapez Palais de l'Europe dans un moteur de recherche, vous verrez sur ce grand bâtiment avec ses 47 drapeaux devant. Donc ce Palais de l'Europe, il se trouve, il a été construit à Strasbourg, et c'est dans cette ville que des représentants de ces 47 pays se réunissent. Une autre remarque ici, non? C'est la 27, monsieur. 12, c'est juste. Alors, donc effectivement, il y a 12 étoiles. Il y a 12 étoiles. Le fait que vous pensiez qu'il y en a, s'il vous plaît, le fait, donc si vous voulez, si ce drapeau européen est accroché à votre lycée, ça veut dire que c'est quand même important. C'est quand même important. D'ailleurs, c'est une loi récente qui n'est pas respectée dans tous les établissements. La loi impose aux proviseurs du lycée de mettre le drapeau français et le drapeau européen. Donc, c'est une question un peu importante. C'est que, donc, 28, ça ne peut pas aller parce que, à l'origine, c'est le Conseil de l'Europe. C'est le Conseil de l'Europe, créé avant l'Union européenne. Le Conseil de l'Europe a été créé en 1949. Là aussi, c'est quelque chose qu'il faut que vous notiez. Donc, en 1949, le Conseil de l'Europe est créé, alors que l'Union européenne le sera un bon nombre d'années plus tard. Donc, dès le départ, disons, quelques années après, donc on est en 1949 quand on crée le Conseil de l'Europe, on va faire un peu d'histoire. Donc je vous demande d'essayer de vous resituer en 1949. On est en 1949, moi j'étais pas encore né, je suis né l'année suivante, en 5 ans, et en 1949, un certain nombre de pays se disent, on vient de sortir de la Seconde Guerre mondiale, le nazisme en Allemagne et ailleurs a été vaincu, le fascisme en Italie a été vaincu, et donc, après cette terrible chose qu'a été la Seconde Guerre mondiale, eh bien, on va essayer de reconstruire. On va essayer de reconstruire quelque chose. Alors évidemment, économiquement parlant, et ça on n'en parle pas, on va surtout essayer de reconstruire une institution, un ensemble où on va pouvoir vivre autrement que ce qu'on a vécu sous le nazisme et sous le fascisme et sous l'occupation en France. Donc un certain nombre d'États, dont la France, et c'est la France encore un coup qui prend l'initiative, un certain nombre d'États qui partagent un certain nombre d'idées, vont dire on va se rassembler. Et quels sont ces pays? Ils sont au nombre de 10. Il y a la France, le Royaume-Uni, la République d'Irlande,
ce qu'on appelle le Benelux. Alors le Benelux qui existe toujours, hein, le Benelux c'est la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg. C'est ces trois-là. Hein. Donc vous avez la France, le Royaume-Uni, l'Irlande, les trois pays du Luxembourg. On va ajouter l'Italie et puis on va ajouter trois pays du Nord. Hein, les trois pays étant la Norvège, la Suède et le Danemark. Et pas les autres. Alors pourquoi pas les autres? Donc vous voyez bien qu'a priori ce sont les pays même les plus proches géographiquement. Et c'est pas ça qui est très important. Hein. Pourquoi pas les autres à ce moment-là? Pourquoi? Parce que l'idée, et c'est ça aussi que je voudrais que vous notiez, pourquoi on construit le Conseil de l'Europe avec ses 10 membres? Hein, pour trois raisons. D'abord, pour défendre, hein, le mot défendre est important, pour défendre la démocratie. On rappellera ce que ça veut dire. Pour défendre la démocratie. Ça veut dire que la démocratie, c'est quelque chose auquel on tient énormément, mais c'est fragile. Donc on a besoin de défendre la démocratie, surtout quand on quitte une époque où toutes les démocraties ont été battues pendant quelques années par des dictatures. Si vous voulez, c'est la valeur suprême. La démocratie, c'est évidemment la valeur suprême quand on sort du cauchemar de la Seconde Guerre mondiale avec ces millions et ces millions de morts. Ça, c'est la première idée, donc la démocratie. La deuxième idée, qui est un peu plus compliquée, je dirais quelques mots dessus, c'est l'état de droit. L'état de droit. Et puis, le troisième élément, ce sont les droits de l'homme. Donc, je voudrais consacrer un certain temps avec vous hein, à essayer de définir un peu ces trois idées hein, à défendre. C'est-à-dire, c'est pas acquis, c'est jamais acquis. La démocratie, l'état de droit et les droits de l'homme. Donc, si vous voulez, à ce moment-là, eh bien, forcément, on va prendre les États hein, qui ont des éléments communs. Des éléments communs autour de ces trois thèmes. Alors, pourquoi est-ce qu'on ne prend pas l'Espagne? L'Espagne, c'est pas possible. À cette époque-là, l'Espagne est une dictature terrible, qu'on appelle le franquisme. Franco est encore à cette époque-là bien vivant, et il dirige l'Espagne de façon dictatoriale. Donc on ne va pas s'associer à l'Espagne, alors que l'Espagne n'est pas une démocratie. À cette époque-là. Depuis, évidemment, vous le savez, les choses ont bien changé, et l'Espagne est une démocratie. Pourquoi est-ce qu'on ne prend pas le Portugal? On ne prend pas le Portugal parce que, même chose, à cette époque-là, c'est une dictature. Hein, le dictateur s'appelle Salazar, et donc comme le Portugal est une dictature, il n'y a pas de raison qu'on s'associe avec lui. Autre problème, la Suisse. Hein, alors la Suisse, c'est toute une histoire, parce que, effectivement, la Suisse est un État qui est tout le temps indépendant, en toutes circonstances, mais comme on va le voir, la Suisse ne mettra pas très longtemps à rejoindre le Conseil de l'Europe. Et puis un cas encore plus compliqué qui est celui d'Allemagne. Pourquoi? Parce que l'Allemagne, elle sort de la guerre. Je vous donne tout de suite la parole. Allez-y, allez-y. Pourquoi vous dites que la Suisse, elle est dans le Conseil de l'Europe alors qu'elle ne fait pas partie de l'Europe? Alors, la Suisse, donc là ce que j'ai dit, c'est que la Suisse, quand on est en 1949 et qu'on crée le Conseil de l'Europe, en 1949, la Suisse n'est pas membre, hein, donc elle ne fait pas partie des 10. Mais bon, elle aurait pu en faire partie. Donc je dis, alors effectivement, la Suisse fait partie du continent européen. À la limite, la Suisse, elle est quasiment au milieu. Donc elle est au milieu de l'Europe. Donc elle pourrait très bien appartenir au Conseil de l'Europe. D'ailleurs, elle va adhérer très peu de temps après. Mais ce que je disais, c'est qu'effectivement, la Suisse, c'est un État qui a un régime très indépendant. Elle est associée à la Croix-Rouge. Hein, la Croix-Rouge a été à l'origine élaborée par la Suisse au départ. La Croix-Rouge a son siège à Genève, ville de la Suisse. Et quand vous dites Suisse, moi, le mot qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est neutralité. Hein, la Suisse, c'est un État neutre, donc qui hésite toujours, effectivement, à faire partie de telle ou telle structure. Donc la Suisse ne fait pas partie du Conseil de l'Europe. Et j'en étais à l'Allemagne. Est-ce que vous avez une idée de pourquoi l'Allemagne ne fait pas partie, au départ, du Conseil de l'Europe?
Donc l'Allemagne sort de la guerre, oui, plus précisément. Pardon ? Guerre mondiale. Oui, donc l'Allemagne sort de la Seconde Guerre mondiale. C'est l'Allemagne qui est d'une certaine façon, même pas d'une certaine façon, qui est à l'origine de la guerre mondiale. C'est le nazisme qui est à l'origine de la guerre mondiale. Mais plus précisément, tout simplement, si vous voulez, que après la guerre va être reconstruit donc, ce qu'on appelle la République fédérale allemande à l'ouest, et puis l'Allemagne donc, communiste à l'est, et la République fédérale allemande va naître, va être créée en 1949. Donc la République fédérale allemande est en train de se reconstruire, et bien elle va adhérer au Conseil de l'Europe l'année suivante, en 5 ans. La date. Le drapeau sera plus tard adopté, pas mal d'années plus tard, par l'Union européenne. Donc, en gros, l'Union européenne a appliqué le drapeau, avec son accord, au Conseil de l'Europe. Donc, le drapeau, c'est le drapeau du Conseil de l'Europe. Quelques années plus tard, l'Union européenne le prend aussi comme drapeau, ce qui fait qu'aujourd'hui, ils représentent l'un et l'autre, ils représentent l'Europe. Ils représentent l'Europe. Alors, un mot sur les 12 étoiles. Donc il a été décidé dès le départ que ça ne serait pas le nombre d'États. Si on avait pris cette méthode, on aurait mis 10 étoiles. Donc le chiffre de 12, et vous pouvez regarder sur Internet, il y a un récit très développé des discussions, ça n'a pas été du tout évident de choisir cela. Ce que l'on dit aujourd'hui au Conseil de l'Europe, c'est que le choix des 12 qui sont en cercle, c'est le symbole de l'unité, ça donne une idée de sérénité, d'harmonie et puis de solidarité. On a l'impression qu'on a une sorte de cercle d'unité et de solidarité entre États. Et je crois que l'idée qui ressort de ces 12 étoiles, c'est effectivement une idée d'unité, de solidarité, d'harmonie, de sérénité, qui est, je crois, assez forte, et qui n'a jamais été remise en cause. Donc, l'Union européenne reprendra ce drapeau plus tard. Alors, c'est la même chose pour l'hymne. Donc, il y a un hymne comme... Vous savez que le gouvernement avait décidé que 2016 serait l'année de la Marseillaise. Donc, il y a des collèges et des lycées qui font pas mal de choses autour de cette idée. Donc, vous le savez, la France a un hymne, c'est la Marseillaise. Eh bien, le Conseil de l'Europe a aussi un hymne, que vous connaissez, je ne vais pas vous le chanter, c'est l'Ode à la joie de la 9e symphonie de Beethoven, ou un extrait. S'il y a quelqu'un qui chante très bien, il ne se prive pas de nous donner l'air, non? Bon, peu importe. Donc, il y a un hymne du Conseil de l'Europe, et même chose, l'Union européenne, quelques années plus tard, a récupéré cet hymne, ce qui fait que l'hymne, la 9e symphonie de Beethoven, c'est à la fois aujourd'hui l'hymne du Conseil de l'Europe, c'est l'hymne de l'Union européenne, donc c'est l'hymne de l'Europe. Je vous ai dit qu'il y avait 47 États. Donc, effectivement, ça fait beaucoup. Et d'une certaine manière, et ça, retenez-le aussi, cette grande Europe, c'est quasiment tous les États de l'Europe. C'est tous les États de l'Europe, quasiment. Donc, il y a des tout petits États, donc les tout petits États dont vous n'entendez pas forcément parler souvent. C'est Liechtenstein, c'est le plus petit, c'est coincé entre l'Allemagne et... c'est coincé... c'est Liechtenstein, c'est coincé entre l'Allemagne... entre l'Autriche et la Suisse. Il y a Saint-Marin, il y a le Vatican, donc ça vous en entendez peut-être parler. Donc en Europe, il y a des tout petits États, Monaco. Eh bien, ces tout petits États font partie du Conseil de l'Europe, à une exception, le Vatican. Tous ces petits États sont dans les 47, une exception, le Vatican. C'est-à-dire, vous voyez ce que c'est que le Vatican. Quand je vous dis Vatican, vous pensez à quoi? Pape, oui, ou bien encore? État. Oui, ou encore? Religion. Oui. État indépendant. Oui. État religieux. Oui, c'est pas faux. Mais où ça se trouve? À côté des Mali. À côté, non, c'est en plein dedans. Ouais. Et donc, et plus précisément, où ça se trouve, le Vatican? En
en Italie, certes, pas n'importe où, Non. à Rome. D'accord? Bon. Donc le Vatican n'est pas membre du Conseil de l'Europe, mais il a un statut particulier, c'est ce qu'on appelle un membre correspondant. Il y en a d'autres comme ça, comme le Canada. Le Canada qui dépend en Europe est membre correspondant. Donc tous les autres pays sont membres du Conseil de l'Europe, sauf un, hein, et ça s'appelle la Biélorussie. Et donc la Biélorussie, aide-moi un peu, c'est... Ah oui, parce que là c'est quoi là? Ah ouais, non, c'est ça, ouais, c'est celui-là. Voilà, donc ce pays-là, hein, un point d'exclamation, c'est la Biélorussie, donc c'est pas une démocratie, hein, on considère que c'est pas une démocratie. Alors, je reviendrai dessus parce que je crois que c'est aussi important. Donc ça veut dire que pour arriver à 47, on va retrouver aussi au Conseil de l'Europe des pays qui sont à moitié en Europe ou pas trop. C'est-à-dire que vous allez avoir effectivement la Fédération de Russie. Donc la Fédération de Russie fait partie du Conseil de l'Europe. On a parlé tout à l'heure de l'Arménie. L'Arménie fait partie du Conseil de l'Europe. La Turquie aussi. Hein, donc les deux pays qui ont quelques problèmes entre eux, ben, ils se retrouvent dans la même institution qu'est le Conseil de l'Europe, hein, Arménie et Turquie, et même l'Azerbaïdjan, hein, qui est un État qui est à côté hein, de l'Arménie. Donc vous voyez, il y a des tout petits pays qui sont membres du Conseil de l'Europe, il y a des pays qui sont à moitié européens ou pas vraiment européens, qui sont dans le Conseil de l'Europe. Donc en dehors du Vatican, vous voyez que c'est assez simple, hein, en dehors du Vatican, le seul pays, qui est quand même un État très particulier, hein, le seul pays qui ne fait pas partie du Conseil de l'Europe, c'est l'Azerbaïdjan, qui est, pour moi, une dictature. Et elle a essayé d'entrer au Conseil de l'Europe, hein, mais son adhésion a été refusée, ben, tout simplement parce que pour être membre du Conseil de l'Europe aujourd'hui, il faut avoir aboli la peine de mort. La question que je posais dans cette conférence, c'est qu'est-ce que nous avons de commun? Vous voyez que cette Europe, elle est quand même un peu bizarroïde, parce que l'Islande qui est là, hein, l'Islande, c'est quand même assez loin de chez nous. Il fait partie du Conseil de l'Europe. La Fédération de Russie fait partie du Conseil de l'Europe. Donc le Conseil de l'Europe, il va de là à là. Alors je ne sais pas combien il y a de kilomètres entre ce point-là et ce point-là, hein, bon, mais c'est des milliers, hein, je dirais comme ça, peut-être 9000 kilomètres ou quelque chose comme ça. Donc vous voyez que le Conseil de l'Europe rassemble une grande partie de ce grand continent que j'appellerais Euroasie, hein, puisqu'il va donc de l'Islande, jusqu'au fin fond de la Russie, jusqu'à Vladivostok, par exemple, pour donner un exemple. Donc j'ai parlé de la Biélorussie, on dit aussi la Bélarus, et donc j'ai précisé pourquoi, d'une certaine façon, le Conseil de l'Europe avait refusé l'adhésion, et je vous ai parlé de la peine de mort. Donc, à la question, qu'est-ce qu'on a de commun, hein, qu'est-ce qu'on a de commun entre les Islandais, les Russes, évidemment l'Espagne et le Portugal font partie maintenant du Conseil de l'Europe, tous ces pays, qu'est-ce que nous avons de commun? C'est l'abolition de la peine de mort. C'est la première idée. Bon, et évidemment, la peine de mort, elle existe là. Hein. La peine de mort, elle existe ici. Elle existe en Chine, elle existe dans bien d'autres pays. Eh bien, nous, Européens, au sens du Conseil d'Europe, nous avons une autre conception de la vie. C'est-à-dire que l'un des premiers droits qui est inscrit dans cet ensemble dont nous sommes, c'est le respect de la vie. C'est-à-dire que nous considérons, alors évidemment, en France ou ailleurs, il y a des tas de gens qui pensent autrement, mais ils sont minoritaires. Hein. Donc, nous considérons, membres de tous ces pays très différents, que le droit à la vie est un droit absolu, et la conclusion, c'est que la peine de mort est interdite.
Alors, je ne ferai pas l'histoire, mais ça n'a pas du tout été facile à acquérir. C'est-à-dire qu'en 1949, quand le Conseil de l'Europe se crée, en 1949, eh bien, dans les textes, il n'y a pas l'abolition de la peine de mort. Donc je ne vous donnerai pas toutes les dates, hein, mais il a fallu beaucoup de temps, d'abord pour inscrire dans les textes du Conseil de l'Europe l'abolition de la peine de mort, et il a fallu encore beaucoup plus de temps pour préciser abolition de la peine de mort en toutes circonstances, même en temps de guerre, quelles que soient les conditions, que ce soit la paix ou la... Par exemple, imaginez qu'on est en temps de guerre et qu'un soldat français trahisse son pays et passe de l'autre côté. Eh bien, autrefois, il était fusillé. Eh bien, même dans ce cas-là, la peine de mort est interdite. Et ce qui est très impressionnant, si vous voulez, c'est que cette chose-là est récente. Hein. J'ai la date précisément. Cela date de... Ça date de 2002. Vous voyez que c'est récent. C'est depuis 2002 seulement, depuis 2002 seulement, la peine de mort est abolie dans toute cette Europe en toutes circonstances. En toutes circonstances, c'est-à-dire y compris en guerre. Donc le premier événement majeur, c'est l'abolition de la peine de mort. Donc retenez cette date, 9 octobre 1981. 9 octobre 1981. Donc c'est tout de suite après, ou quelques temps après, l'élection de François Mitterrand en France. Et puis la deuxième date qui, moi, alors que je ne connais pas très précisément, c'est évidemment 1989, la chute du mur de Berlin, qui va permettre de reconstruire en partie l'Europe. Oui. Oui, non, bon. Alors, je voudrais maintenant que l'on échange un peu avec vous sur les trois idées, les trois idées fortes de cet ensemble. Et tout de suite, on va voir que certains me diront, mais ces idées fortes, elles ne sont pas respectées par tel ou tel pays. C'est bizarre. On en parlera. On en parlera. C'est un peu la même idée, si vous voulez, que je vais amener donc la semaine prochaine dans d'autres établissements à parler de ce qu'on appelle la trilogie républicaine. Vous savez ce que c'est que la trilogie républicaine? Liberté, égalité, fraternité. Vous êtes les uns et les autres en droit de me dire, mais dans mon pays, je vais vous donner des tas d'exemples où la liberté n'est pas respectée, l'égalité, c'est pas vrai, la fraternité, quand les gens se tapent dessus, y compris à l'Assemblée nationale, franchement, la fraternité, c'est pas ça. Vous auriez raison. C'est-à-dire que liberté, égalité, fraternité, ce sont des valeurs à partir desquelles on veut construire ce qu'on appelle un vivre ensemble. Mais c'est une sorte d'idéal vers lequel on va essayer d'aller. Mais on peut évidemment trouver toutes sortes d'exemples contre lesquels il faut se battre. C'est un idéal que l'on cherche à atteindre, que l'on cherche à faire partager. C'est pour ça que dès le départ, j'ai dit que l'objectif du Conseil d'Europe, c'est une sorte de combat. C'est-à-dire que c'est un combat pour la démocratie, un combat évidemment pacifique. Je reprends les trois idées, les idées qui sont pour nous très importantes. Encore une fois, vivre dans un pays qui respecte ses idées et vivre dans un pays qui ne les respecte pas, c'est pas du tout la même chose. C'est pas du tout la même chose. Donc, première idée, démocratie, vous reprenez vraiment ces mots, démocratie, état de droit et droit de l'homme. Donc là encore, je vous propose la même méthode d'association d'idées. Donc si je vous dis démocratie, vous pensez à quoi spontanément? Liberté. Effectivement, le mot liberté va être tout à fait important. Autre proposition, s'il vous plaît, vous quatre, une idée chacun. Démocratie. Sans réfléchir. Sans réfléchir, je ne peux pas dire parce que j'ai pas réfléchi. Ah non, non, mais c'est pas le principe, c'est ce qui vient tout de suite à l'esprit. Démocratie, je sais pas, État. Ouais, libre. Alors, État. Oui, État, c'est très bien. Égalité.
Égalité, très bien. Un seul mot. La liberté, on l'a déjà dit. Expression. Oui. Président. Président, oui. J'aimerais entendre d'autres choses encore. Quelle est la différence entre une démocratie et une dictature? C'est le contraire. Oui. La dictature, c'est pas la personne qui est au sommet, elle a le pouvoir, soit avec la chose, comme ça, non? En gros, elle fait ce qu'elle veut. Ouais, le pouvoir absolu. Pouvoir absolu. Comment Donc la différence entre un pouvoir absolu. C'est le peuple qui l'a. Voilà. Si vous voulez, le mot phare, si je puis dire, le mot phare de démocratie, c'est le peuple. C'est le peuple. C'est le peuple, donc on dit, c'est le peuple qui est souverain. Alors, quand on est 67 millions, ça va être un peu difficile, effectivement, d'être souverain, dans les faits. Mais là aussi, je vous invite à écrire cette formule hein, qui est dans la Constitution de la République. Hein, donc si vous voulez définir la démocratie en France, hein, c'est le gouvernement. Est-ce que c'est le mot exact? J'ai plus beaucoup de mémoire à mon âge. On dit le pouvoir, le gouvernement. Je crois que c'est le gouvernement. Je vais vous dire ça tout de suite. C'est ça, c'est le gouvernement. Donc c'est le gouvernement du peuple, pour le peuple, par le peuple. Gouvernement du peuple, pour le peuple, par le peuple. Alors cette formule a été introduite dans la Constitution de la Ve République, en 1958. Elle avait été introduite un peu avant, mais ce n'est pas inintéressant de savoir qui en est à l'origine. Et celui qui est à l'origine de cette formule, hein, qui pour moi très très forte, c'est Abraham Lincoln qui fut président des États-Unis, et il a prononcé cette phrase en 1863. Le peuple, par le peuple, pour le peuple. Dans cette idée, il y a effectivement le fait qu'il n'y a pas un homme qui est souverain. Qu'il soit président de la République, roi, etc. Il n'y a pas un homme qui est souverain. C'est l'ensemble du peuple qui est souverain. Alors évidemment, on ne veut pas tous décider, hein, c'est trop compliqué. Et donc, le principe de la démocratie, c'est d'élire des représentants. En France, c'est le Parlement. C'est le Parlement qui décide. Donc le Parlement, c'est à la fois l'Assemblée nationale et le Sénat. Donc il y a cette idée-là, donc le gouvernement, c'est le gouvernement du peuple à travers ses représentants. Quand on dit pour le peuple, hein, c'est-à-dire que normalement, le principe en démocratie, c'est l'élection. Et puis derrière l'élection, il y a l'idée, bien sûr, de la défense de l'intérêt général. C'est-à-dire que ces représentants du peuple, théoriquement, doivent représenter l'intérêt général. Un petit détail quand même, hein, c'est que la démocratie, et c'est pour ça que tous les mots dont vous avez parlé sont importants. Hein. Je rappelle ce dont vous avez parlé, certaines, vous avez parlé de fraternité, d'autres ont parlé de liberté, d'autres ont parlé d'égalité. Tout ça, c'est tout à fait important. C'est pour ça que si on dit la démocratie, c'est l'élection, ce n'est pas suffisant, parce qu'il faut rappeler, en particulier qu'en Allemagne, dans les années 30, Hitler, ce monstre, est arrivé légalement, ou à peu près, en tout cas à travers des élections. Sauf que les élections étaient organisées de telle façon que, évidemment, la fraternité sous le nazisme, ce n'était pas tout à fait ça, l'égalité non plus, hein, et puis la liberté non plus. C'est-à-dire que ces élections en Allemagne dans les années 30 ont eu lieu dans un état de violence tel que les gens n'étaient pas forcément libres de décider ce qu'ils voulaient. Donc, si vous voulez, la démocratie, c'est effectivement l'élection, mais cette élection doit se faire dans certaines conditions. Certains, je crois, ont parlé de liberté d'expression, par exemple. S'il n'y a pas de liberté d'expression, il ne peut pas y avoir d'élection. Donc, l'état de droit, il est caractérisé par trois choses. Une un peu théorique, et les deux autres sont vraiment très précis, très clairs, et vous comprendrez de quoi il s'agit. Donc, pour qu'un pays respecte l'état de droit, il faut qu'il respecte ce qu'on appelle la hiérarchie des normes. Écrivez-le,
Si vous voulez savoir ce que c'est, vous tapez dans Google. Je pourrais répondre à votre question si vous voulez. Bon, c'est ce qu'on appelle la hiérarchie des normes. Si on a un peu de temps, je vous en parle. Hiérarchie des normes. La deuxième idée, là elle est toute simple, c'est l'égalité de chacun devant la loi. L'égalité de chacun devant la loi. C'est ce qu'on appelle l'égalité en droit. C'est-à-dire que vous soyez mince, gros, blanc, jaune, que vous soyez pauvre, riche, que vous soyez habitant de Créteil, de Montreuil, de Paris ou d'ailleurs, vous devez être égaux devant la loi. C'est-à-dire que la justice et les institutions doivent vous traiter de la même manière. Donc l'égalité des droits. Alors, l'égalité des droits, hein, on dit aussi dans un texte très important, c'est que les hommes, évidemment, et les femmes, naissent égaux en droit. Naissent égaux en droit. Qu'est-ce que ça veut dire, hein, cette histoire d'égalité, pour bien vous faire comprendre les choses, je vais vous donner une sorte de contre-exemple. Vous faites des mathématiques. Dans les mathématiques, vous voyez apparaître très très souvent le signe d'égalité. Vous allez dire, par exemple, 3 plus 5 égale 8. C'est une égalité qui est vraie. Vous pouvez écrire aussi 3 plus 5 égale 7. C'est aussi une égalité, mais elle est fausse. Hein. Mais ce sont des égalités. Quand je dis 3 plus 5 égale 8, qu'est-ce que je veux dire en mathématiques? C'est que les deux membres de l'équation, hein, de l'égalité, 3 plus 5 ou 8, représentent le même objet. Hein. Je parle du même objet, mais qui a de noms différents. Quand on parle d'égalité en droit, on ne dit pas égalité. Les hommes et les femmes ne naissent pas égaux. Il y en a qui sont plus pauvres que les autres. Il y en a qui auront des problèmes de handicap. Hein. Vous savez qu'il y a des enfants qui naissent avec un handicap. Le fait de naître avec un handicap ou le fait de naître en pleine santé, dire que les deux bébés sont égaux, c'est scandaleux. C'est scandaleux, c'est pas vrai. Par exemple, pendant la guerre, entre 40 et 44, la France était sous une dictature. C'est-à-dire que les gens n'avaient pas du tout les mêmes droits. Il y a des tas de professeurs qui ont été virés des collèges et des lycées, ou bien parce qu'ils étaient juifs, ou bien parce qu'ils étaient communistes, ou bien parce que pour toutes sortes de raisons. Hein. Donc, il faut bien comprendre que quand vous dites c'est normal, vous avez raison. C'est normal en démocratie, c'est normal en république. Et donc, c'est une égalité de droit. Mais, si vous voulez, pour que tout ça fonctionne, il faut admettre qu'il y ait des inégalités entre nous. Alors, il y en a qui sont naturelles, il y en a qui sont petits, il y en a qui sont grands. Moi, j'ai jamais couru très vite. Hein. Donc, vous savez, j'ai fait partie des gens qui... J'espère que ça ne se passe pas comme ça maintenant, parce que j'étais déjà un peu gros. Donc, on avait des épreuves de gym, etc., des courses, et puis à la fin, effectivement, on faisait un match de foot. Moi, j'arrivais, quasiment, le match de foot était terminé, quoi. Bon, donc, c'est pas normal, ça. Bon. Vous êtes d'accord, c'est pas normal. La troisième idée de l'état de droit, c'est l'indépendance de la justice. L'indépendance de la justice. Eh bien, il y a toute une série de pays, y compris dans cette Europe, hein, il y a des problèmes dans cette Europe du Conseil de l'Europe, parce qu'il y a certains pays qui ont adhéré, certains anciens pays communistes qui ont adhéré, et qui ne respectent pas ces règles. Je donnerai, je ne vais pas entrer dans le détail, mais que ce soit en Pologne ou en Hongrie, l'indépendance de la justice, dans les mois précédents, n'ont pas été respectées. Alors, je ne sais pas quel est votre rapport avec l'information, etc. On a appris tout récemment que la situation au Brésil, on est proche de la révolution au Brésil. Parce qu'effectivement, la présidente du Brésil a sans doute commis un certain nombre d'escroqueries. Donc, il y a vraiment un problème. Et puis, le plus gros problème, c'est qu'elle vient de faire entrer l'ancien président de la République, Lula, comme Premier ministre, pour l'empêcher de se retrouver en prison. Donc vous avez imaginé un instant que la situation se passe comme ça en France. Imaginez qu'on ait un Premier ministre qui est poursuivi par la justice, qui risque... imaginez qu'un homme politique ou une femme politique risque d'aller en prison, eh bien on le nomme ministre pour qu'il ne puisse pas aller en prison. Eh bien ça, c'est l'exemple même de non-respect de l'indépendance de la justice.
la justice, en théorie, c'est toujours pareil, doit juger les gens de la même manière, même s'ils ont des pouvoirs considérables. Et puis je terminerai, et là j'aurais envie aussi de vous entendre, par le troisième point. Après la démocratie, l'état de droit, le troisième élément donc, qui normalement unit cet ensemble du Conseil de l'Europe, c'est évidemment la défense des droits de l'homme. La Convention européenne des droits de l'homme, c'est un texte. Imaginez que vous considérez, on va prendre un exemple qui peut arriver à tout le monde, hein. Vous êtes arrêté, vous ne savez pas trop pourquoi, vous êtes arrêté par la police. La police vous emmène au commissariat et des policiers se comportent de façon qui vous paraît inacceptable. On vous met les menottes, on vous garde je ne sais combien de temps, on vous donne rien à manger, etc. Ça, en théorie, en France, en démocratie, en République, dans le Conseil de l'Europe, ça ne doit pas arriver. C'est-à-dire, vous subissez ce qu'au Conseil de l'Europe on appelle un traitement dégradant. Donc, dans la Convention européenne des droits de l'homme, il y a un article qui est essentiel, ce qu'on appelle l'article 3. Cet article 3 indique que dans tous ces pays du Conseil de l'Europe, la torture et les traitements inhumains ou dégradants sont interdits. La torture, imaginez ce que c'est, les traitements inhumains et dégradants. Alors évidemment, il y a une différence entre la torture et un traitement dégradant. Un traitement dégradant, par exemple, sans aucune raison, vous êtes à peine, je ne dis pas que ça existe, ça peut exister. Vous êtes à peine entré dans le commissariat qu'on vous demande de vous mettre à nu. Traitement dégradant. Donc, un policier dans un commissariat a à votre égard un traitement dégradant. Donc, vous êtes tout à fait en droit de porter plainte. Imaginez que vous portez plainte, que vous allez, sans entrer dans le détail, vous allez entrer dans une procédure judiciaire qui peut être très longue. Imaginez qu'à la fin de tout ça, vous n'obteniez pas satisfaction. C'est-à-dire que pour vous, un fonctionnaire de l'État a commis une faute, vous êtes retourné vers la justice, et la justice n'a pas voulu vous entendre. En plus, vous n'avez peut-être pas les moyens d'avoir un bon avocat, etc. On ne vous a pas pris au sérieux. Donc, après toute une procédure très longue, je rentre dans le détail, vous n'avez pas obtenu satisfaction. Eh bien, aujourd'hui, vous êtes en droit de vous retourner vers la Cour européenne des droits de l'homme. Donc là, c'est plus la France, hein. C'est la Cour européenne des droits de l'homme qui se trouve à Strasbourg. Et la Cour européenne des droits de l'homme peut considérer que vous aviez raison. La France vous a donné tort, mais vous aviez raison. Et elle peut condamner, alors elle peut faire deux choses, la Cour européenne. Elle peut condamner la France. La France sera condamnée à verser une somme d'argent qui peut être assez importante. Et dans un deuxième temps, vous pouvez être indemnisé. C'est-à-dire que la Cour européenne peut obliger l'État français à vous verser une somme. En plus, effectivement, pour la France, tout ça est publié. Et donc, pour la France, effectivement, c'est quelque chose qui pose vraiment problème. Donc ça, c'est important de voir que cette histoire qui peut paraître très compliquée, elle vous donne des droits selon lesquels la justice française n'a pas, alors quand je dis française, suisse, etc., hein, même chose, la justice française peut ne pas avoir le dernier mot. Il y a une juridiction, il y a un tribunal, on appelle la Cour de justice, la Cour des droits de l'homme, qui peut effectivement, qui est plus forte, qui a plus de pouvoir que la justice française. Et ça, bon, je pense qu'effectivement, c'est quelque chose d'important. Parler principalement donc, du droit à la vie, hein, et donc à cette abolition de la peine de mort. Les principaux droits dont il est question dans la Convention, c'est évidemment l'interdiction de l'esclavage, l'interdiction du travail forcé, le droit à la liberté, à la sûreté, c'est-à-dire effectivement, vous avez un droit de défense face à l'État, les forces
forces de l'ordre, etc., ne peuvent pas faire ce qu'elles veulent. Droit à un procès équitable, hein, donc on ne peut pas vous juger dans n'importe circonstance. Vous avez droit à un avocat, vous avez droit à une défense. La liberté d'expression. Le droit au mariage, hein, c'est-à-dire que derrière cette idée, il y a le fait que vous avez, et c'est pas vrai dans un certain nombre de pays, hein, vous avez le droit de choisir la personne avec qui vous voulez vivre. En plus, vous n'êtes pas obligé non plus de vous marier avec cette personne. Donc c'est ce qu'on appelle le droit à la vie privée. Hein. Donc vous avez toute une série de droits qui sont inscrits dans les textes du Conseil de l'Europe et qui doivent effectivement être respectés. Par exemple, un citoyen européen porte son problème devant la Cour européenne de justice, et est-ce qu'on a des cas où l'État européen incriminé a refusé d'appliquer la décision de la Cour européenne de justice? Donc effectivement, il y a un cas. Il faut dire que les procédures sont vraiment très longues. Donc on peut négocier, on peut faire ceci, on peut faire cela. Donc il y a toute une série de... C'est comme dans l'Union européenne, parmi les questions que vous avez posées, on pourra revenir un jour peut-être sur l'Union européenne, parce que toutes vos questions étaient tout à fait intéressantes. Mais il y a un cas qui pose vraiment problème, c'est celui du Royaume-Uni. On sait qu'il y a un problème de la Russie haute. Quel est le problème? Le Royaume-Uni n'admet pas que les personnes détenues aient le droit de vote. En prison, que ce soit en France ou ailleurs, il y a deux situations. Ou bien vous avez des gens qui sont condamnés et à qui on a privé des droits civiques. C'est dans la condamnation, on leur enlève leur droit de vote pour un certain temps. Ça, c'est un cas. Mais par exemple, dans les prisons françaises, c'est un nombre très peu important. Et dans les prisons françaises, la plupart des détenus ont le droit de vote. Ils l'exercent plus ou moins, mais ils ont le droit de vote. C'est le cas aussi au Royaume-Uni. La plupart des détenus n'ont pas été condamnés à la suppression des droits civiques. Et le Royaume-Uni, jusqu'à présent, refuse d'appliquer ce principe, qui est un principe du Conseil de l'Europe. Donc le Royaume-Uni a plusieurs fois été condamné. Cette affaire dure depuis des années, et il se peut qu'un jour, le Royaume-Uni a peut-être envie de quitter l'Union européenne. Il se pourrait, mais là, pour moi, ça serait très grave. Le Royaume-Uni pourrait dire la Cour européenne des droits de l'homme, ça ne marche pas, je ne suis pas d'accord. Et puis, si le Royaume-Uni n'accepte pas la Cour européenne des droits de l'homme, elle sort du Conseil de l'Europe. Bon, je ne sais pas si un acte pareil interviendra, mais c'est tout à fait possible. Donc là, vous avez un exemple. Si vous voulez, si un État ne respecte pas les décisions de la Cour européenne des droits de l'homme, eh bien, il sort. De toute façon, il sort.